et à tous, je suis Chloé Lemont et je vous souhaite la bienvenue à l'émission cette semaine dans Dautré. Donc, durant cette émission, nous reviendrons sur des nouvelles marquantes de la dernière semaine. À l'affiche cette semaine, les dernières annonces du gouvernement ont permis la réouverture de la bibliothèque à Berthierville. Donc, nous sommes allés rencontrer Sylvie Francis et Luce Corriveau, qui est l'artiste peintre qui expose présentement à la bibliothèque. Nous avons aussi rencontré Noémie Blanchette-Forget, qui est coordonnatrice au Living Lab Lanaudière, pour parler de l'événement Tire-toi une bûche. Les différents organismes communautaires du Québec se sont rassemblés lors d'une conférence de presse, donc on revient sur cet événement. C'est la dernière semaine des Journées de la persévérance scolaire qui se passe dans Lanaudière, donc Anne-Marie Picard nous fait une dernière capsule du Creval pour nous en parler. Une conférence de presse a lieu pour lancer le nouveau projet de balado-diffusion T'as tout intérêt pour les 15 à 25 ans, projet qui a été instigé par Alex Gagné. Une nouvelle galerie d'art a officiellement ouvert ses portes à Berthierville, soit la galerie d'art Le Berthelet. Nous sommes allés rencontrer les deux propriétaires, Olivier Milot et Caroline Saint-Pierre. Lors d'une conférence de presse le 25 février, de nouvelles mesures de sécurisation culturelle et la création d'un comité de réconciliation ont été annoncées par le CI3S de Lanaudière, le Conseil des Atikamekw de Manawan, Yann Lafrenière, qui est ministre responsable des Affaires autochtones, et Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux. On termine avec la chronique astrologie de Xavier Lemire. Rappelons également qu'une grosse nouvelle est tombée sur Montréal. En fait, Claude Julien et Kurt Miller ont été démis de leur fonction par Marc Bergevin, qui est le directeur général du Canadien de Montréal, et c'est Dominique Ducharme, un Jolietin, qui a été nommé entraîneur-chef par intérim. Donc, merci. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux reportages et ne manquez pas nos bulletins de nouvelles quotidiens. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de cette semaine dans Dautré. Sur ce, bonne émission et bonne semaine. Bien, moi, je suis heureuse d'exposer ici à Berthierville. C'est une opportunité que j'ai puis que je profite pleinement. C'est sûr que la pandémie n'a pas aidé, mais étant donné qu'on prolonge, bien, ça me fait bien plaisir de pouvoir continuer jusqu'au mois de juin. De plus, si vous voyez les œuvres que j'ai installées et tout, c'est vraiment, ça sort vraiment de mon imaginaire. Quand je fais une toile, au début, je me dis, je pars avec une idée, mais en cours de route, ça change. Je ne sais pas où je vais m'en aller. Mais autant, il y a des émotions, il y a du ressenti, du vécu dans qu'est-ce que je fais. C'est plus de l'abstrait. Présentement, je suis plus à l'abstrait. J'ai fait quand même des paysages, des choses comme ça, mais là, ce qui m'attire le plus, c'est vraiment l'abstrait, les couleurs, le bleu. Il y a l'automne aussi avec ses feuilles, c'est la nature. C'est toutes des choses qui me rejoignent. Puis, je trouve que c'est quelque chose à voir. Puis moi, j'aime bien ça. Fait que je trouve que c'est un très beau passe-temps. Une toile, je l'ai appelée ouverture. C'est dans mes couleurs. On dirait, dans le fond, que c'est dans mes pensées. C'est l'ouverture vers l'infini, mais je trouve que toutes les couleurs ressortent puis que ça fait une belle toile, dans le fond. Donc, c'est ma couleur préférée. On ne dira pas en passant, là, mais c'est vraiment ce que j'aime le plus. C'est une technique, celle-là, c'est une technique pouring, que, dans le fond, c'est de la peinture acrylique qu'on mêle soit avec de la colle puis un peu d'eau, puis qu'on jette au fur et à mesure sur la toile. Mais j'avais fait aussi de la pâte de texture avant. Ça, c'est comme un genre de pâte, de ciment qu'on peut appliquer avant. Puis qu'après ça, moi, je jette la peinture dessus, puis ça donne cet effet-là. Puis pourquoi la toile est ronde? C'est un choix, là. Okay. Parce que, oui, comme vois-tu, celle-là est ovale. Mais aussi, vois-tu, je les ai faites comme en même temps, mais c'est différent. Vois-tu? Oui. Puis... c'est la façon qu'on laisse couler la peinture qui donne une texture différente de l'une à l'autre. Tu vas voir des cellules dans l'autre, t'en verras moins, dépendamment combien de temps j'ai laissé couler la peinture ou pas. C'est aléatoire, on va dire. OK? Il y en a une autre ici que j'ai inclus dedans, soit du carton, des billes,
la pâte de papier que j'avais déjà faite. Puis, vois-tu, il y a même des capuchons de gland, tu sais, que j'ai ajouté. Dans le fond, au début, j'ai commencé avec de l'encre acrylique. Puis, j'ai poursuivi avec un peu de peinture acrylique. J'aime beaucoup mêler les textures, puis on dirait que c'est dans ma nature, tu sais, autant de prendre des choses qui viennent de la nature que du papier, des choses recyclées. Comme ici, vois-tu, c'était des choses d'une ceinture, d'une boucle de ceinture. Fait que, vois-tu. Puis, ça, dans le fond, vois-tu, dessus, il y a d'autres structures. Puis, c'est, tu sais, nos fameux braquettes de viande ou choses comme ça. Vois-tu, j'en ai mis puis je l'ai coloré. Fait que ça paraît pas, mais ça donne un autre effet, ça donne d'autres dimensions qui s'ajoutent. Puis, vois-tu, il y a des billes dans ça, il y a du carton, un peu de miroir. J'aime bien mêler toutes ces choses-là. Ça donne un bel effet. Oui. OK. Si on continue ici, vois-tu, ça, c'est plus de l'encre acrylique que j'ai jeté dessus. Puis après, avec la spatule, le pinceau. Puis j'aime ça finir avec un petit coup de peinture là, que tu jettes en cercle, comme si tu faisais une giclée. OK. Ouais. Ça, je l'ai appelé les feuilles d'automne. Okay. Ah non, tu sais, tu as une inspiration, puis tu laisses monter, puis c'est ce que ça donne. Ça prend combien de temps de faire, mettons, une toile comme ça? Ben, disons que ceux-là, c'est plus... parce qu'il faut que tu laisses sécher entre les deux, entre les couches habituellement. Puis, vois-tu, au début, ben, tu peux dire « Ah, c'est pas si mal ». Puis là, après ça, ben, tu dis « Ah, je vais rajouter ». Fait que ça peut prendre 2-3 jours avant que tu finisses une toile, puis tout ça, là. Malgré qu'il y en a que ça peut être dans la journée. OK. Oui. Des fois, c'est selon l'inspiration du moment, puis si tu es satisfaite du résultat, là, tu dis, OK, c'est assez, j'y touche plus. On peut poursuivre si ça vous tente. Ici, c'est... on pourrait l'appeler les Canadiens, là, mais j'ai dit bleu, blanc, rouge parce que ça, c'est vraiment, tu sais, avec la spatule. On donne des coups, puis on ne sait pas où on s'en va, mais là, à la fin, là, c'est une belle réalisation, je trouve, vois-tu. Puis après ça, ben vois-tu, j'ai mis un peu de brillant, de paillettes dessus. OK. Hein? Donc, ici, c'est encore la technique que je vous expliquais tantôt, la technique du pouring. Mais après ça, ben, j'aime bien ça avec... parce que ça, c'est vraiment de la peinture qu'on jette sur la toile. Mais après ça, j'aime ça avec un bâton ou le bout de mon pinceau, faire des petites envolées. Vois-tu, là, on dirait que c'est haute voltige, je l'ai appelé, parce qu'on a l'impression qu'il y a des oiseaux ici. Tu sais, je ne sais pas là, si vous voyez, là. Mais en tout cas, pour moi, ça m'inspirait dans ce sens-là. C'est... Fait que des fois, là, tu sais pas où ça va te mener, comme ici, vois-tu, dans quelle direction. Mais ça pourrait être autant comme un oiseau, comme une envolée. Puis vois-tu, il y a de la pâte de structure dessus. J'ai mis du verre cassé dans cette peinture, dans cette toile-là. Puis les couleurs, tu sais, là. C'est toutes des choses qui viennent puis qui me rejoignent. Mais quand je pars, je peux pas dire ce que ça va donner au début. C'est pas comme si tu faisais un paysage ou quoi que ce soit, là. Tu sais, c'est vraiment, ça sort de mon imaginaire. Ça, à ce moment précis-là, c'est oui, ça qui ressort. C'est ça, ouais. Ça aussi, vois-tu, ça me faisait penser un peu dans les toiles de Monet ou, tu sais, qui faisaient qui jouait avec les textures. Fait que c'est une autre chose que j'aime beaucoup aussi. Vois-tu, ici, c'est plus réaliste. Alors là, c'est vraiment pensé, c'est le boulot qui est à côté de chez moi puis que j'aime beaucoup. C'est les arbres que j'aime beaucoup. Fait que là, j'ai mis, puis vois-tu, je l'ai fait
dans un cours, celui-là. Mais c'était vraiment à partir d'une photo que j'avais. Ici, c'est un triptyque que j'ai réalisé suite à nos voyages dans le Sud. Pour moi, vois-tu, ça représente le sol, la mer, l'eau. Tu sais, c'est comme c'est des envolées, mais c'est pour moi, il y a des arbres, tu pourrais voir comme des bateaux, si tu veux, des choses comme ça. Puis, vois-tu, j'ai mis de la pierre que j'avais récupérée d'un voyage à Haïti, qu'il y a dans le bas, là. Ah non, pour moi, c'est aussi... ça parle, la toile, elle me parle. Fait que ça, c'est vraiment un triptyque que j'ai fait une à côté de l'autre. Je voulais voir ce que c'était pour donner, puis moi, j'aime le résultat. Là. Au début, là, c'est comme si j'étais partie, puis je voulais faire un bateau. Puis là, oups, le bateau, c'est les vagues qui ont emporté le tout. Puis on voit le ciel, tout ça, avec les arbres un peu qui à côté. Ça aussi, c'est une autre, avec la technique du pouring, là, où quand j'ai fini, ben là, je m'amuse à mettre soit du brillant ou à rajouter un peu de couleur au pinceau. C'est toutes des toiles que j'ai réalisées dans les dernières années. Ouais. Donc, il y a des périodes où je peins plus que d'autres. Bienvenue à la Bibliothèque de Berthierville. Je suis Sylvie Francis, la nouvelle coordonnatrice. En fait, je suis ici, moi, depuis le mois d'août. Alors, j'ai vécu une réouverture, une fermeture, une réouverture à moitié. Là, je vous explique aujourd'hui. En fait, par rapport aux mesures gouvernementales puis sanitaires, c'est que on donne accès aux rayons aux citoyens, aux usagers, avec le port du masque et le lavage des mains, bien entendu, à l'entrée. Sur nos heures d'ouverture. Fait que c'est ce qu'il y a de nouveau. Ici, la bibliothèque est quand même assez grande, donc on a une possibilité de 25 personnes, y compris les bénévoles, parce qu'il y a quand même une équipe de bénévoles pour offrir le service. Mais je vous dirais que 25, si j'ai 25 personnes, je vous rappelle, puis on fait une autre entrevue. Je vais être bien contente. Mais... puis j'en profiterai pour vous dire qu'on a beaucoup de nouveautés à la Bibliothèque de Berthierville au niveau documents, parce que pour ce qui est des activités, bien, vous comprendrez que ça, on n'est pas encore... on n'est pas revenu aux activités habituelles. Mais au niveau des documents, il y a beaucoup de nouveautés. Si vous allez voir sur le Facebook de la Bibliothèque de Berthierville, vous allez pouvoir consulter ou enfin regarder les titres des volumes. Autant adultes que jeunesse, il y a beaucoup de nouveautés. Je serais contente de voir qu'il y a plus de gens qui ont consulté. Bien, c'est ça. Les enfants sont invités à venir chercher un sac de brico-biblio, soit en personne ou encore de le réserver par téléphone. Puis, il y en aura, c'est sans fin. Il y en aura. Alors, si vous voulez que... Bien, en fait, je vous montre le sac, mais je pourrais aussi vous montrer le produit fini. Marie, si tu veux aller le chercher, sur l'armoire là-bas, tu vas avoir un cadre. C'est que j'ai lu le livre La grève des câlins de Simon Boulris. Et puis, suite à ça, j'ai pensé à organiser ça s'appelle un cadre câlin. Alors, je vais vous montrer le produit fini. C'est un bricolage pour enfants. Mais il pourrait même aller, tu sais, à tous les âges, là. Mais alors, ici, c'est une photo de moi quand j'avais 1 an. Et en fait, c'est mes mains. Et pour les personnes de qui on s'ennuie, on peut offrir un cadre câlin. Donc, c'est pas un par personne, c'est comme on a besoin de bricolage. Ça, c'était le bricolage du mois de janvier. Celui de février, c'est un petit livre à colorier qui... en fait, c'est un album à colorier, mais aussi à
je vous dirais, à animer avec des photos parce que j'ai lu le livre Le fil invisible et là, c'est un album pour ajouter des photos puis pour les gens qu'on aime, toujours en rapport avec le fil invisible. Puis le conte du mois de mars, ce n'est pas une bonne idée de Mo Williams. J'adore ce conte. C'est un conte jeunesse, mais c'est un conte coup de poing. C'est tout ce que je peux dire. On ne s'attend pas du tout à ce qui se passe à la fin. Et les enfants sont étonnés, mais ils aiment beaucoup. On va le suivre d'abord avec impatience. Merci. Puis il y aura un bricolage aussi qui est déjà pensé. Là, c'est une poule et ses poussins. Il y a toujours la possibilité de faire la réservation et le prêt sans contact. C'est-à-dire que les gens peuvent soit utiliser le site Bibli et compagnie ou encore le téléphone et même le courriel de la ville, le courriel de la bibliothèque et faire des réservations. Puis nous, on prépare et la personne, on peut facilement mettre le sac de côté à son nom, puis il n'y a pas de contact. Fait que pour ceux et celles qui souhaiteraient utiliser ce service-là, c'est tout à fait possible. Mais il y en a, c'est ça, qui préféraient le retour au rayon. Je vous dirais que ça fait plaisir à beaucoup de gens aussi. Mais on peut s'adapter à toutes les situations parce que j'ai plusieurs bénévoles qui sont disponibles pour faire ce travail-là. Puis, ça nous fait plaisir d'être le plus efficace possible. Pour le moment, nous sommes ouverts le mardi de 9h à midi, le mercredi de midi pour le moment jusqu'à 19h à cause du couvre-feu, pardon. Puis le samedi matin de 9h à midi aussi. Mais il peut y avoir aussi des rendez-vous. Moi, je suis présente plus d'heures que les heures d'ouverture, donc je peux faire des rendez-vous. Alors, si la personne, justement, ne veut pas venir quand il y a beaucoup de monde ou qu'il y a possibilité d'avoir du monde, on fait des rendez-vous à des heures précises à d'autres moments. Mais je vous dirais qu'en principe, le lundi et le vendredi, c'est pas ouvert. Il n'y a pas personne qui vient travailler. Mais pour ce qui est des autres jours, on peut s'organiser facilement. Dans le fond, le Living Lab de la Naudière, il faut le résumer en pensant que c'est un facilitateur d'intégration de nouvelles technologies pour les entreprises. Donc, mon rôle, c'est d'identifier avec les entreprises des potentielles technologies qui pourraient les aider dans des enjeux spécifiques. On peut penser, par exemple, à une résidence pour personnes âgées qui a des enjeux de chauffage très élevés. Nous, on identifie une solution technologique qui pourrait répondre à ce besoin-là et on met en place des phases de test. Donc, on amène la technologie pendant une petite période de temps pour que l'entreprise puisse l'essayer. Et à la fin de la phase de test, l'entreprise peut se dire « OK, oui, ça répond à mon besoin, j'ai envie de l'intégrer à la grandeur de ma résidence » ou non, finalement, cette solution-là ne répond pas à mon besoin. Fait qu'on dérisque, en fait, l'intégration de nouvelles technologies. Et on utilise souvent des technologies qui sont développées par des jeunes pousses, donc des startups. Okay. Et ces startups-là sont souvent à la recherche soit d'un premier client ou de rétroaction pour améliorer leur technologie. Fait qu'on essaie de faire des matchs qui sont gagnants autant pour l'entreprise qui essaye la technologie que pour la startup qui trouve une façon de présenter sa technologie, une vitrine technologique et qui peut avoir peut-être un potentiel premier client. Donc, c'est gagnant pour tout le monde. Puis, j'imagine que c'est axé aussi sur le local dans ce cas-là. C'est vrai. Là, dans le fond, on utilise les entreprises de la Naudière, d'où notre terme. On est surtout basé à Joliette, mais on rayonne à travers la région. Donc, on a des entreprises qui viennent de la MRC de Dautrey, puis des MRC autour. Et pour ce qui est des startups, on utilise soit des startups qui viennent de la région, mais elles peuvent aussi venir du Québec au plus large. Là. Donc, puis même, on en a une qui vient de Guelph en Ontario. Donc, on essaie de trouver la meilleure solution pour l'entreprise, idéalement localement, mais on est prêt aussi là, à aller chercher un peu plus loin si jamais ça ne se développe pas de façon là, plus proche. C'est ça, pour aller répondre aux besoins, en fait.
Exactement. Entreprise. Vous avez un nouveau projet qui est nommé Tire-toi une bûche qui va débuter demain, donc le 24 février. Pouvez-vous m'en parler un peu? En fait, là, le Living Lab, nous, on a des membres, des entreprises qui font partie du Living Lab. On a des gens aussi autour de nous là, à qui on veut offrir un peu d'animation, même si on est en temps de pandémie. Et donc, on en est venu à l'idée de mettre de l'avant des gens qui ont expérimenté les services du Living Lab, parce que ça reste quand même un service qui est relativement nouveau. Ça fait à peu près 1 an et demi qu'on existe. Okay. Fait que là, on se disait, qui de mieux placé pour présenter le Living Lab que des gens qui l'ont essayé? Fait que là, on s'est dit un dîner de discussion très à la bonne franquette. Okay. Comment on pourrait appeler ça? Ça soit une bûche, me semble que ça donne le ton. Et donc, ça va être la première édition. Demain, le 24 février, il va y avoir une start-up, donc Laurent de Biolis, qui vient de Montréal, et un entrepreneur de Joliette, Charles Jolicoeur, qui vont expliquer un peu comment ils se sont rencontrés dans le Living Lab, qu'est-ce que ça leur a donné aussi leur expérience. Parce que là, je voulais parler surtout du maillage pour découvrir de nouvelles solutions technologiques, mais on a quelques autres services aussi, dont le service de trampoline, qui est en fait un focus group. Okay. Et donc, Laurent, la start-up, a essayé le focus group et a rencontré Charles à cette occasion-là. Puis, ils ont développé un partenariat grâce à ce service-là. Okay. C'est un service qui n'existe pas ailleurs dans la région, donc c'est vraiment pour mettre en contact des startups avec des entrepreneurs, puis qui aillent chercher des interactions, des commentaires positifs ou négatifs pour le développement de leur entreprise. Donc, ça leur a permis d'établir un partenariat, d'établir un réseau de contacts dans la Nodière très rapidement. Okay. Fait que les Tire-toi une bûche, ça va être un peu toujours ça, où on va entendre des témoignages de gens qui ont expérimenté et qui ont grandi grâce au service du Living Lab. Voilà. Parfait. Puis là, il y en a un demain. Est-ce qu'il va y en avoir un à chaque mois, à chaque année? Comment ça fonctionne? On vise surtout à le faire 1 fois ou 2 mois. Donc, on va alterner nos animations dans l'écosystème. Donc, le prochain devrait avoir plus lieu du côté du mois d'avril. Okay. Puis, on va y aller comme ça là, pour pas que ce soit trop rapproché non plus. On est conscient que les gens sont un peu écœurés d'être en webconférence, donc on ne veut pas les saturer. Mais on veut quand même présenter. On a beaucoup de beaux cas à succès. On veut les présenter, donc on va les échelonner comme ça là, aux 2 mois. Parfait. Puis ça, c'est à midi. Exactement, oui. On voulait pas trop empiéter là, sur les heures de bureau. Donc, de midi à 13h, toutes les informations sont sur notre site web dans la section événements. Okay. Donc, livinglab.lanaudière.ca. Alors, bonjour à tout le monde. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour votre présence. C'est fort apprécié. Comme le disait justement Lisiane, ce matin, il y avait plus de 300 personnes, en fait, qui provenaient de 6 régions du Québec, toutes unies par une chose, c'est l'appartenance à l'action communautaire autonome. Ça, je pense que c'est essentiel de le ramener. Je remercie d'ailleurs les organisateurs, les organisatrices de l'activité de ressourcement de ce matin. Je lève aussi mon chapeau à Yves Lambert, Bébert, comme on l'appelle en région. C'est un peu notre bien commun régional. Fait que c'était sympathique de le voir avec nous ce matin. Que ce soit pour soutenir les personnes vulnérables, pour créer des espaces, pour contrer l'isolement, pour soutenir les personnes qui vivent de l'anxiété, du stress, pour prendre la parole au nom des personnes qui sont oubliées dans la crise. Le mouvement communautaire autonome a répondu présent dès le début de la pandémie, dès le mois de mars. On est reconnaissant de l'agilité, de l'inventivité et des prouesses qu'ont fait les organismes communautaires autonomes dans cette situation qui est inédite, qui est plus qu'exceptionnelle. Toutefois, en s'adaptant et en actualisant leur mission par de nouveaux moyens, les personnes de notre mouvement ont besoin d'avoir des moments pour prendre soin d'elles aussi. La pression d'être présent, la volonté d'agir, la rapidité des changements ont eu un effet sur la santé physique et mentale des intervenants, des personnes impliquées. Rappelons-nous que même en étant dans un organisme communautaire autonome, les effets des mesures de confinement sont les mêmes que pour le reste de la population. La santé mentale de tout le monde a été affectée, c'est certain. En tant que président de la Troquette, j'ai l'impression que le réseau public et les élus prennent pour acquis
la présence des organismes, de ces artisans, de ces artisans. Dans notre milieu, on a grand cœur. Parfois, c'est bon, mais c'est aussi un piège. Parfois, il faut sortir de cette logique que le communautaire va toujours être là. Actuellement, les personnes impliquées sont à bout de souffle. C'est maintenant qu'il faut agir. On souhaite une forte reconnaissance du gouvernement québécois de l'apport social et économique des organismes. Pour y parvenir, nous souhaitons que le prochain plan d'action gouvernementale en action communautaire soit associé d'un véritable plan de rehaussement de financement à la mission des organismes. Mettons fin une fois pour toutes au financement chronique, au sous-financement chronique des organismes. Ils l'ont prouvé, les organismes, qu'en ayant les moyens, sont capables de faire de grandes choses. En réalisant leur mission, les organismes peuvent s'adapter, innover pour répondre aux besoins de leurs membres, même en situation de crise. Il est grand temps que le gouvernement renforce la capacité d'agir des organismes. Le gouvernement Legault, et je pense au premier ministre, mais je pense aussi au ministre Carman en santé et services sociaux, M. Lacombe, famille, M. Roberge en éducation, et les autres qui sont impliqués plus près sur des plans de financement pour les organismes communautaires. Vous avez maintenant les moyens d'écrire l'histoire et de réaliser les orientations de la politique de reconnaissance de l'action communautaire. Ça fait 20 ans. 20 ans qu'on attend. On est patient, mais je pense il serait temps. Vous avez une belle occasion. Encore une fois, je remercie toutes les personnes qui sont engagées dans le mouvement d'action communautaire autonome de toutes les régions du Québec. Sans vous, le Québec irait beaucoup plus mal qu'il va maintenant. Merci beaucoup. Bien oui, effectivement, on termine ça en beauté, juste avant la relâche scolaire sur tout notre territoire, la semaine du 22 février. La thématique, c'est la famille. On sait que la famille est au cœur de la réussite, mais là, on relaxe un petit peu cette semaine-là. Dans le fond, le message qu'on veut diffuser, c'est vraiment un message de bienveillance à l'égard des familles, parce qu'elles ne l'ont pas eu facile au cours de l'année. Moi, il n'y a pas une semaine où je me dis que je suis donc contente que mes 2 enfants soient qualifiés parce que je trouve que ça me fait beaucoup sur les bras des pères et des mères. Donc, c'est un message de bienveillance à l'égard de la famille pour les inviter à relâcher, si c'est possible, de prendre congé et à se faire du bien. Au niveau de la vidéo, c'est Annie Chauvette, qui est une intervenante de Montcalm, qui travaille avec les parents depuis de nombreuses années, qui va donner des trucs et des astuces pour soutenir nos enfants là, dans leur développement global. Là. Donc, on ne parle pas nécessairement de cheminement scolaire, là, mais on englobe le développement de l'enfant complet. C'est encore une courte vidéo, là, c'est une vingtaine de minutes, puis c'est axé sur les trucs et les astuces. Okay. Et dans les outils, mais on est en train de nous organiser un concours qui va prendre la forme d'un bingo familial. Okay. Donc, pas de devoirs là-dedans, là, juste des activités qui font du bien. Et les cadeaux qui vont être remis aux familles, à ce moment-là, ça va être des cartes cadeaux des épiceries, des supermarchés G.A. Crevier, la librairie Hamster, le Papetier et le libraire également, qui ont de tellement beaux livres et de tellement beaux jeux aussi. C'est les jeux de société là, chez Hamster, là, ils ont des choses très intéressantes, fait que j'espère que les gens qui vont gagner vont pouvoir s'en offrir. Merci beaucoup d'avoir pris du temps de nous parler aujourd'hui. Tout ce qu'on fait, moi je le dis tout le temps, puis je le crois sincèrement, là, tout ce qu'on fait au Créval, Madame Lemond, là, ça aurait jamais autant d'impact si vous n'étiez pas là, les médias, pour vous aider à diffuser ce message-là. Là. C'est vraiment un travail collectif dans notre région, puis les médias sont de bons contributeurs à ça. Je vais vous parler un petit peu de mon parcours, puis ça va mettre la table pour vous présenter le projet. Vous allez comprendre l'esprit derrière le balado. Tu as tout intérêt. Donc, mais je viens de la région de la Naudière, j'ai 23 ans aujourd'hui, puis lorsque j'étais au secondaire, j'ai été à même de constater dans mon travail, dans mon implication, que les enfants du primaire n'avaient peut-être pas nécessairement tous la même chance au niveau financier ou au niveau scolaire.
Et ce constat-là a été une véritable étincelle pour moi qui a travaillé, qui a germé en dedans de moi, puis qu'au cégep, lorsque j'avais 18 ans, à la fin de mon parcours, j'ai créé une fondation qui s'appelle la Fondation à 2 pas de la réussite, dont des membres sont là aujourd'hui. Donc, merci d'être avec moi. Mais cette fondation-là, essentiellement, vient en aide aux jeunes du primaire qui ont des difficultés financières et scolaires dans la région de la Naudière maintenant. Ça va faire maintenant 5 ans que je dirige la fondation avec mon équipe, puis on va avoir aidé plus de 400 jeunes avec le temps. On va avoir amassé près de 150 000 $. Puis tout ça, c'est grâce à l'implication d'un groupe de jeunes. Donc, je ne suis pas tout seul. Là, on était 9 à partir de la fondation au départ. Puis on voit vraiment qu'on est capable ensemble de faire du changement puis de créer du positif dans notre communauté. Puis encore aujourd'hui, on récolte les fruits de cette implication-là. Cet engagement qu'on a fait tous ensemble, bien, ça nous a vraiment permis de nous impliquer dans différents milieux, donc que ce soit plein pour nos carrières, pour notre engagement, pour nos contacts, pour notre réseau et ainsi de suite. Donc, vous allez comprendre que le balado, l'implication sociale, pour moi, ça prend vraiment une tournure très, très importante. Ce qui m'amène à te parler du projet de balado. Donc, tu as tout intérêt. Dans le fond, durant la pandémie, je me suis posé beaucoup de questions sur les jeunes qui se retrouvaient évidemment à distance, donc ceux du secondaire, ceux du cégep, ceux de l'université. Il y en a certains qui étaient déséquilibrés, que c'était un petit peu plus instable, la motivation. Puis je me disais, comment est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je peux continuer à essayer d'allumer une étincelle en eux, à essayer de les accrocher sur des projets ou des initiatives qui les intéressent. Puis, j'ai décidé, en collaboration avec certains partenaires que je vais vous présenter par la suite, mais de créer le balado de tout intérêt. Ça veut dire quoi, ça? Dans le fond, c'est un balado qui va aborder des sujets d'actualité qui intéressent les jeunes qui fréquentent un milieu scolaire ou non, du secondaire, du cégep ou de l'université. Puis on va les aborder sous un angle très humain pour essayer de comprendre c'est quoi l'étincelle qui a fait en sorte que cette personne-là s'est impliquée dans son milieu. Donc, dans tous les sujets qu'on va aborder, on va les aborder avec, entre autres, des experts, des personnalités publiques, des jeunes qui brillent vraiment par leur passion et leur implication. Puis si je reçois un expert, là, moi, ça ne m'intéressera pas de connaître les statistiques sur quoi que ce soit. Moi, je veux savoir pourquoi cet expert-là, aujourd'hui, qui a un doctorat, une maîtrise, peu importe, ça a été quoi au secondaire qui l'a fait vibrer? Est-ce que c'est une anecdote au cégep qui a fait en sorte qu'elle a décidé de se diriger vers cette voie-là? Sachez que le balado va être disponible sur toutes les plateformes de podcast, là, donc Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. Ça va pouvoir être accessible là, par ordinateur, téléphone, tablette. Donc, ça va être très facile. Là, vous n'aurez qu'à faire la recherche de tout intérêt, vous abonner au profil et vous recevrez les notifications là, des nouveaux épisodes qui seront sortis durant la saison. Donc, vous voyez le logo, c'est très orienté vers l'action, vers les étincelles, vers la flamme qui s'allume chez les jeunes et peut-être chez les moins jeunes qui l'écouteront. Donc, on peut y aller avec le premier sujet qu'on abordera, c'est, sans surprise, on va aborder évidemment la santé mentale des jeunes. Donc, on va l'aborder avec 4 épisodes qui sont en ordre. Donc, vous voyez, le premier épisode, ça va sortir le 1er mars. À tous les lundis, il va y avoir un nouvel épisode qui va sortir. Et la première invitée que je vais recevoir, c'est Julie Lane, qui est professeure-chercheur à l'Université de Sherbrooke. Puis, elle est également directrice du Centre d'expertise universitaire en santé mentale, qui est principalement destiné aux adolescents et aux jeunes adultes. Donc, j'ai déjà enregistré l'épisode avec Mme Lane, puis c'est une femme franchement inspirante, mais qui a également un parcours de décrocheuse. Donc, elle a échoué des cours, elle n'a pas eu un parcours scolaire, ce n'était pas nécessairement un long fleuve tranquille, donc elle a vraiment des propos inspirants à transmettre. Puis aujourd'hui, elle rayonne de par son implication, puis sa passion dans son milieu. Par la suite, je vais recevoir Félix Daigle, donc, qui est un jeune qui est très suivi par les jeunes de ma génération sur les médias sociaux. Il y a près de 60 000 personnes qui le suivent, notamment sur Instagram. Et puis, il est beaucoup
est très spécialisé dans l'activité physique, mais la santé globale en général. Et il est lui-même animateur de son propre balado qui s'appelle Le Show à Félix, où il aborde les questions de santé mentale et son parcours et ses défis en lien avec la santé mentale. Donc, c'est un autre angle complètement qu'on va aborder avec lui. Finalement, je vais recevoir deux jeunes, donc Ashley Camillien, qui est une étudiante actuellement pour devenir infirmière praticienne spécialisée en santé mentale. Ashley, la particularité, c'est qu'elle a un parcours migratoire, donc elle a su s'adapter avec le temps, travailler. Elle nous parle beaucoup de la question des préjugés, des tabous, donc comment elle a travaillé toute cette question-là sur soi-même. Donc, ça a été une entrevue franchement inspirante. Puis finalement, il y aura Amy Gingras, qui est avec nous aujourd'hui. Je te salue, Amy, puis je te remercie d'être présente, qui a un parcours franchement inspirant, qui l'a mené à plusieurs belles rencontres, dont le docteur Julien, entre autres, que l'on connaît bien, docteur Gilles Julien, qui a un parcours en centre de la jeunesse, donc à la DPJ, puis elle n'est pas gênée d'en parler. Puis aujourd'hui, elle est technicienne en droit de la famille, technicienne juridique en droit de la famille. Et puis, elle travaille, entre autres, avec docteur Julien, donc c'est un beau partenariat qui, avec le temps, là, on se rend compte qui porte fruit. Puis, elle viendra nous parler là, de son militantisme là, pour la situation de la santé mentale au Québec. On a beaucoup voulu travailler sur la diversité de styles. C'était vraiment important pour moi de faire connaître différents courants artistiques, ne serait-ce que l'abstraction, la figuration, toucher la sculpture, vraiment toucher différentes pastilles de styles, que ça soit au niveau justement art numérique, que ce soit justement la sérigraphie, l'édition. Donc c'était vraiment comme une belle variété. Fait que on est allé chercher en ce moment 11 artistes québécois. Il y en a une 12e qui va se faire son apparition dans les prochains jours. On est très fiers de ça. Notamment, comme on parlait plus tôt, j'ai voulu vraiment toucher au niveau émergent, professionnel et même voir des artistes internationaux. Puis tous québécois, dans des régions un peu éloignées à travers le Québec. De là aussi qui est super intéressant que l'artiste puisse connaître qu'à travers le Québec, il y a vraiment un marché, il y a vraiment aussi d'autres collectionneurs qui peuvent se brocher à son travail. Ici, j'ai Danae Couture, qui est une jeune artiste émergente, travaillant vraiment uniquement à l'huile et à la spatule. Vraiment une composition très abstraction, très éclectique. Et c'est une artiste émergente. C'est vraiment un artiste qui a été ma révélation de 2020-2021. Et puis, je pense qu'il y a vraiment une belle ascension à son travail, qui, je trouve, qu'un rappel à la Riopelle, qui est question de réactualiser aussi le côté, justement, de l'huile et de l'abstraction. Par la suite, un artiste comédien dans la vraie vie et sculpteur de métier également, Christian Michaud. Également aussi, en fait, c'est tout des coups de cœur. C'est sûr, je vais le dire, coup de cœur, mais vraiment un sculpteur travaillant avec la gouge et travaillant vraiment avec la matière brute du bois. On peut vraiment contempler et être en mesure de vraiment cibler chaque coup qui a été émis. Quelque chose de très zen aussi dans sa démarche artistique. Lui qui a travaillé longtemps au Yukon et puis le retour aux sources, la mise en espace. Et je me suis rendu compte que chacun des artistes avait vraiment ce côté-là de mise en espace qui était important, habiter son médium. Donc, je trouvais que le travail de Christian se devait d'être connu parce qu'il y a quelque chose d'un peu d'identitaire aussi à travers tout ça, la matière et tout. Emmanuelle Gendron, qui est une pédagogue et artiste peintre professionnelle également, qui habite à Chibougamau. Donc, toute sa démarche aussi est vraiment d'une similarité à ce qu'elle voit tous les jours, veut pas. Il y a quelque chose qui est très intéressant puis qui a une belle similitude avec les gens parce que les gens s'identifient au bois, puis je trouvais aussi que dans la nausière, il y a quelque chose aussi de très naturel que les gens sont capables de s'identifier. Donc, un énorme coup de cœur aussi pour les gens de l'Île-à-nos-Doigts, puis que je suis très fière de pouvoir être en mesure de présenter. Par la suite, Pixel, qui est son nom d'artiste, Nancy Letourneau, qui est une artiste vraiment en belle ascension. C'est une artiste professionnelle, elle est multidisciplinaire, elle touche vraiment tous les supports, tous les médiums, mais l'un de ses thèmes qu'elle favorise beaucoup, c'est l'encre à l'alcool sur différents papiers, que ce soit des papiers Yupo, Terrasquin et tout. C'est vraiment l'abstraction, soit florale, c'est beaucoup porté à l'interprétation, mais il y a quelque chose de très fluide
qui est intéressant puis qui a vraiment une curiosité des gens. Là, sur cette œuvre-ci, on appelle ça marouflé sur bois. C'est vraiment une feuille de papier qui a été collée sur bois. Il y a vraiment une facilité. C'est ça qui est intéressant du multidisciplinaire, c'est qu'on peut vraiment mixer beaucoup de médiums. Puis elle joue vraiment beaucoup avec les couleurs vives. Donc, la vivacité, la vie en soi, je pense que c'est vraiment quelque chose qui résume son travail. Par la suite, artiste professionnelle, vraiment reconnue au Québec, Claude, artiste peintre, qui, elle, joue vraiment avec l'empattement, l'abstraction, la figuration. Il va y avoir des éléments figuratifs, mais en ce qui a trait au niveau de l'abstraction, l'empattement, ses couleurs aussi, on voit vraiment sa ligne directrice, sa signature artistique à elle par rapport à ses formes et les éléments qui sont présentés. On peut aussi vous diriger sur celles-ci qui sont présentées juste à l'arrière. Dans des grands formats, très peu souvent dans les petits formats, parce que vraiment, je trouve que c'est intéressant de jouer justement, encore pour une fois, dans la mise en espace. Donc, de là pourquoi j'ai voulu travailler avec Claude, très éclectique également. C'est toujours plus drôle de parler de soi quand vient son tour. Moi, en fait, j'ai comme un parcours qui a vraiment évolué. Autant j'ai joué dans l'abstraction que j'ai joué dans la figuration. De là, depuis quelques années, que je prends vraiment deux thèmes, que ce soit les marins ou justement les personnages d'époque ou qui ont influencé le milieu de la musique, théâtre et tout. Le pourquoi marin, le pourquoi, c'est un peu symbolique et tout. De là qui m'a amené beaucoup de collaborations à travailler de pair avec le port de Trois-Rivières ou le port des Caraïbes, qui nous a amené justement à représenter le Canada au Pool Art Fair en Guadeloupe en 2019. Donc, mes marins, mes personnages, je pense que rejoindre les gens avec la technique, la gestique, le côté un peu sketché, comme j'aime aussi beaucoup travailler dans mes dessins. Donc, de là aussi, mon travail va de soi, comme ça. Je vous dirigerai ici. Bon, on a aussi des œuvres. Je vous présente ici Agnès Robin. Une artiste française, québécoise, montréalaise. Elle a vraiment un bagage travaillant le portrait, surtout le féminin, portrait noir et blanc, mélangeant beaucoup de textures. C'est une artiste vraiment multidisciplinaire, autant dans ses médiums que dans ses supports, toujours dans la féminité, la finesse. Donc, c'est vraiment quelque chose aussi que c'était dans des grands formats, autant que dans des petits formats aussi. De là aussi que ces art prints, on a fait une section art print avec ces œuvres. C'est vraiment exemplaire et la finition est parfaite. Là. Donc, ces œuvres sont parfaites pour faire autant des reproductions. Dans le fond, pour terminer, je vous présenterai Cindy Gouningham, pardon Cindy, qui est une artiste de Québec, travaillant vraiment, sa démarche artistique est vraiment de faire mettre en valeur les éléments de la nature. C'est vraiment important pour elle de faire valoir ce côté un peu ésotérique d'une part. Il y a quelque chose aussi de faire très poétique également, qui fait en sorte que tous ces éléments de la nature, la composition, la gestique un peu même brute, même voir laisser le dripping, l'erreur fait de sa composition l'œuvre en soi. Là. Par la suite, je présente Cathy Bélanger, une artiste trifluvienne qui œuvre dans la sérigraphie. Justement, on en parlait plus tôt que c'était vraiment un art qui était un peu méconnu, mais que c'est le plus connu et un des plus vieux, justement, même avant que ce soit les œuvres, la peinture ou la sculpture. Sérigraphie, c'est vraiment une technique qui est vraiment sous différents passages, c'est-à-dire que vraiment l'image est filtrée, numérisée sur une soie. Et chaque couleur, c'est un passage, donc c'est vraiment beaucoup de minutie, de répartition, de composition, avant d'arriver vraiment à une finalité, avant une image. Donc, pour avoir une simple petite image, ça peut prendre pratiquement une semaine de travail, d'avoir vraiment les bonnes couleurs, les bonnes dimensions, les bonnes presses aussi. C'est vraiment une technicalité, c'est vraiment un travail de technique. Et je trouvais aussi que dans sa démarche artistique, il y avait quelque chose de beaucoup de délicatesse, minutie. Et justement, elle écoute énormément de musique, donc je pense que chaque œuvre mérite d'avoir sa propre chanson et dont elle, ça fait vraiment beaucoup partie de son travail, là, de mélanger les deux ensemble. Le décès de Joyce Echaquan le 28 septembre 2020 à l'hôpital de Joliette a bouleversé tout le monde. Ça a ébranlé la société et l'ensemble de l'équipe du CIS de la Naudière a été ébranlé.
Ça a mis en évidence la nécessité de poser des gestes concrets pour assurer un droit d'accès équitable, libre de toute discrimination aux services de santé et aux services sociaux dans l'ensemble des installations du CIS de la Naudière. Et ce sont les fondements aussi de notre loi sur les services de santé et les services sociaux. Donc, nous sommes ici aujourd'hui pour vous annoncer que nous mettons en place des mesures de sécurisation culturelle au CIS de la Naudière et que nous créons, en partenariat, le CIS et le Conseil Atikamekw de la Manoine, un comité de la réconciliation. Il est prioritaire pour moi de travailler à rétablir les ponts avec la communauté Atikamekw, de créer un véritable partenariat avec la communauté de la Manoine. Et je crois que nous arrivons aujourd'hui, le chef Ottawa et moi-même, avec des mesures qui vont contribuer à atteindre cet objectif. Alors, je vais vous parler des mesures qu'on a convenues ensemble. Lundi est entrée en fonction une nouvelle agente de liaison en sécurisation culturelle pour la communauté Atikamekw de Manoine au CIS de la Naudière. Elle est en fonction depuis le 22 février. Et on a créé un deuxième poste qui va venir compléter l'accessibilité de la sécurisation culturelle. Donc, ce service va être offert 7 jours semaine. Et il est important de mentionner que le rôle que jouent ces agents de liaison en sécurisation culturelle n'est pas juste important pour la communauté Atikamekw, mais il est tout aussi important pour nos employés, car cette personne-là va nous guider, puis va nous permettre de mieux comprendre et de mieux mesurer la portée de nos gestes et nous permettre de bien adresser les réalités autochtones, et ça va nous permettre de mieux travailler ensemble. On a aussi décidé de créer un poste de cadre intermédiaire d'adjoint au PDG pour les relations autochtones. Cette personne sera une autochtone de la communauté Atikamekw et elle aura pour responsabilité d'identifier les différentes actions prioritaires de concert avec le comité de la réconciliation pour mener à terme un réel changement de culture au sein de notre CIS. Elle verra également à établir et à maintenir les liens entre les communautés, la communauté Atikamekw et la direction du CIS. Nous avons aussi convenu de créer un poste de commissaire adjoint aux plantes et à la qualité des services pour recueillir les signalements de la communauté autochtone de la région. Et ce lien sera avec la commissaire et le commissaire aux plantes à la qualité des services. Et vous savez que le commissaire aux plantes à la qualité des services relève directement du conseil d'administration et rend des comptes au comité de vigilance et de la qualité. Donc, ça va aussi être une deuxième opportunité pour nous vraiment de travailler le volet de la qualité des soins et des services qu'on offre à la communauté. Je répète qu'il est important de mentionner que l'ensemble de ces postes seront comblés par des personnes issues de la communauté Atikamekw. Nous annonçons aussi le déploiement au cours des prochains mois d'une formation obligatoire pour l'ensemble des employés du CIS. Cette formation vise à sensibiliser et à former le personnel aux réalités autochtones. Et comme il est fondamental qu'elle soit représentative des réalités et de la culture autochtone, elle pourra commencer à être offerte aussitôt que son contenu aura été entériné par des membres de la communauté Atikamekw. Je voudrais quand même rappeler que depuis novembre 2020, le personnel du CIS de la Naudière doit suivre une conférence obligatoire de sensibilisation aux réalités autochtones intitulée « S'informer sur les réalités autochtones ». Alors,
je vous remercie à tous d'être présents ici. C'est un honneur pour moi de participer à ces annonces qui sont le fruit de multiples échanges qui ont eu lieu depuis décembre 2020 entre la direction du CIS de la Naudière et le Conseil des Atikamekw de Manoine. On a tous l'obligation et le mandat de s'assurer de répondre aux besoins de la communauté atikamekw de Manoine en matière de santé et de services sociaux. On a tous le droit de vivre, d'être soignés et de mourir dans la dignité. Il est de notre devoir de faire cet effort collectif pour garantir un changement véritable et durable au sein des établissements du réseau de santé et des services sociaux, non seulement de la région, mais dans l'ensemble du Québec. Alors, c'est un réel plaisir et un honneur pour moi de participer et d'être présent à l'annonce, à ces belles annonces qui ont été faites par Mme Barbier. Et nous pouvons vous assurer de notre entière collaboration pour la mise en œuvre des actions qui ont été privilégiées et priorisées pour amener des changements durables au sein des établissements de santé du réseau. Merci. J'aimerais en profiter aussi de cette journée-là pour vous annoncer que nous allons offrir à la communauté atikamekw un siège au conseil d'administration du CIS de la Naudière. Je pense que c'est un poste qui est plus que symbolique quand vous connaissez la structure du réseau de la santé, d'avoir des sièges qui viennent refléter la participation locale des différents CIS et des CIUS. Alors, pour moi, si jamais vous voulez saisir cette occasion-là, ce poste-là pourrait être comblé en collaboration avec vous au cours des prochaines semaines, prochains mois, de façon à ce qu'on puisse travailler ensemble pour nommer la bonne personne qui pourrait représenter, en plus de tout ce qui a été mis en place jusqu'à maintenant, au conseil d'administration. Alors, bonjour tout le monde. Donc, c'est moi, Xavier, qui va vous faire la capsule astrologie comme à chaque semaine. Je vous retrouve pour vous parler de chacun des signes comme à mon habitude et on va commencer par le premier signe du zodiaque, le Bélier. Donc le Bélier qui est né entre le 21 mars et le 19 avril. Cette semaine, en amour, eh bien, le cœur se répare de ses vieilles blessures. Ce n'est pas une période de nouveauté, c'est une période, on pourrait dire, d'harmonisation. Le cœur se régénère et vous allez ressentir le besoin d'aimer les autres. L'équilibre et la maîtrise des émotions sont au rendez-vous dans la vie du Bélier, surtout dans la vie professionnelle. Il va falloir être très critique envers soi-même et reconnaître ses points faibles et ses difficultés. Le Taureau, qui est né entre le 20 avril et le 20 mai, eh bien, c'est une période, on pourrait dire, d'improvisation. Donc, les sentiments ne veulent pas stagner. Donc, il va falloir suivre son champ d'émotions, suivre son intuition pour avancer dans la vie. Les taureaux recherchent toute occasion de sortir et de s'agiter. Ils veulent rompre avec la monotonie. Bon, la monotonie, on la connaît ces temps-ci, pas mal tout le monde en est victime. Mais le taureau, tout particulièrement, va chercher à s'en éloigner. Les taureaux vont aussi chercher à s'éloigner de toute possibilité de conflit qui pourrait être très négatif dans sa vie. Des propositions rapides pour gagner de l'argent ne cessent d'arriver. Et il va falloir en profiter parce que le taureau a un sixième sens pointu pour différencier le vrai du faux, donc les propositions qui sont propices financièrement à ceux qui sont peut-être plus des fraudes ou qui ne sont pas intéressantes pour lui. Pour le Gémeaux, eh bien, les objectifs en amour sont plus clairs cette semaine. Les relations intimes vibrent dans une énergie qui est très agréable et vont s'équilibrer avec les émotions plus intenses. C'est quand même une période, globalement, pas juste en amour, qui est marquée par la simplicité, par l'humilité et une bonne prédisposition au travail. Les Gémeaux vont gagner l'intérêt des personnes importantes dans leur secteur professionnel. La planète qui guide le Gémeaux reste Mercure, qui rétrograde encore cette semaine, ce qui va provoquer d'éventuels épisodes de nervosité et d'anxiété, donc il va falloir faire attention à ça. Le Cancer, l'humeur du Cancer reste inconsistante. Il y a des petites sautes d'humeur, mais le Cancer en est pleinement conscient. Il faut vraiment qu'il travaille dur là-dessus. Le Cancer, donc, profite de la vie puis il va essayer un peu de mettre de côté les journées où il se réveille du mauvais pied, où il est en colère après tout le monde, ce qu'il est capable de faire. Donc, c'est un être très émotif, mais il va réussir à les mettre de côté puis à mieux profiter des moments positifs.
Et il y aura vraiment besoin de peu d'efforts pour rester à flot. Donc, il va pouvoir se laisser guider par la vie parce qu'il n'y a pas de grandes embûches qui s'annoncent pour lui. Le Lion, qui est né entre le 23 juillet et le 23 août, niveau amour, ben, la situation est un peu tendue. On l'a vu les dernières semaines, là, le Lion, c'est un peu tendu en amour. Mais il ne faut pas oublier qu'il faut mettre de l'action dans son couple et que ça va s'améliorer éventuellement. Le célibataire ne sera pas aussi intrépide, donc ça stagne aussi en amour pour le célibataire. Il va devoir revoir ses stratégies de conquête. Niveau travail, c'est fluctuant, donc on a des périodes de gros travail puis des périodes où il n'y a pas grand-chose à faire. Il va falloir garder son portefeuille bien fermé parce que justement, les périodes où il y a beaucoup de travail et qu'on va gagner beaucoup d'argent, eh bien, il va falloir économiser un peu son bien. Le signe du Vierge, qui est né entre le 24 août et le 22 septembre, va falloir travailler en amour parce que c'est une situation qui fluctue beaucoup et ce, principalement en amour. Donc, il va falloir laisser de la place un peu à son conjoint et le laisser grandir par lui-même parce qu'il va avoir peut-être une situation tendue. Il ne va pas falloir essayer de s'insurger dans les choix qu'il va faire. Les prévisions professionnelles les plus optimistes se réalisent lentement mais sûrement. Les nouvelles arrivent au compte-gouttes, mais ça va somme toute assez bien dans votre emploi. Les balances qui sont nées entre le 23 septembre et le 22 octobre, l'amour commence cette semaine sans grand changement. Mais en milieu de la semaine, peut-être que votre attitude un peu égocentrique pourrait affecter le couple. Les influences planétaires adverses pourraient par ailleurs conduire à des ruptures soudaines. Donc, faites attention à votre couple parce qu'il y a des possibilités de rupture. Là. On ne veut pas ça, donc essayez d'arranger votre couple parce que c'est une semaine assez tendue. Il va falloir mieux planifier ses stratégies au travail aussi parce qu'il est probable que vous assumiez de nouvelles responsabilités. Scorpion, qui est né entre le 23 octobre et le 21 novembre, bien, la passion et le plaisir pourraient être au centre de l'attention cette semaine. Donc, c'est une semaine où on va profiter du corps et de la liberté. Donc, c'est très, très positif. Bien que Mercure soit toujours rétrograde, il y a de nombreuses questions professionnelles et financières importantes qui avancent et se résolvent d'ici peu. Le Sagittaire, eh bien, en amour, le Sagittaire, on annonce la recherche de nouvelles émotions. Donc, le Sagittaire veut vivre de nouvelles expériences. Et les influences planétaires dans ce signe exalteront les sentiments positifs et aideront un renouveau en amour. Sur la voie professionnelle, c'est dans la bonne voie. Néanmoins, il y a une légère baisse de performance au travail. Les Capricornes, qui sont nés du 22 décembre au 19 janvier, le début de la semaine exige un ressourcement, donc un retour au monde intérieur parce qu'il va peut-être avoir des chambranlements en amour qui vont exiger peut-être de se mettre de côté et de réfléchir. Une relation passionnée et éphémère pourrait justement s'introduire et sera de courte durée. C'est une semaine très importante aussi sur le plan professionnel pour les natifs du signe du Capricorne. Le Capricorne devra assumer de nouvelles responsabilités et ses compétences pourraient le mener à un rôle de leader très prochainement dans sa profession. Le Verseau a des désirs de liberté qu'il peine à réaliser étant donné un cadre de règles et d'impositions venant de d'autres personnes, mais néanmoins dans le couple, on réussit à maintenir une certaine harmonie malgré ce désir de liberté. Sur le plan professionnel, il y a des opportunités qui vont se présenter et il faut régler au plus vite des tâches qui sont dues depuis quelques mois. Les Poissons, donc le dernier signe du zodiaque, né du 20 février au 20 mars, eh bien, on recherche de la compréhension en amour, de la sécurité. Le Poisson a besoin d'être aimé et le Poisson va se sentir dépassé par les changements que connaît actuellement son cercle personnel. Et si vous êtes célibataire, il y a un peu un risque que vous tombiez en amour avec deux personnes en même temps. Donc, le Poisson qui a besoin de beaucoup d'amour, il y a un risque à ce niveau-là. Si vous rencontrez des personnes de pouvoir, utilisez vos talents de diplomate pour se rapprocher de ces personnes-là, les écouter et apprendre à les connaître. Profitez de la journée la plus énergique, donc qui va être aujourd'hui, lundi, pour effectuer les tâches les plus lourdes au travail. L'énergie est en baisse, donc il va falloir aller chercher de l'aide s'il y a besoin pour savoir gérer ses émotions. Donc, c'était mes prévisions astrologiques pour cette semaine. J'espère que vous avez apprécié et on va se revoir très bientôt pour de prochaines prévisions. Merci beaucoup.